que finalement le régime Sassou opère même jusqu'à l'extérieur pour les crimes. Exactement, exactement. Voilà pourquoi je l'ai décrit. Et tout est dénoncé dans ce livre. Tout ce qu'il y a eu à faire, c'est dénoncé dans les livres. Sur les rapatriements, le rôle de Bissamatoko, tout est dit dedans. Je vais un peu récapituler, reprendre, parce que la guerre au Pôle n'a pas commencé en décembre 98. C'est bien avant que ça avait commencé. Maintenant, quand nous sommes arrivés au camp de Kimaza, ces réfugiés qui étaient venus, ce sont ceux-là qui nous ont apporté ces éléments, qui ont apporté ces témoignages que nous mettons à la disposition de la population. Entre-temps, il y a eu beaucoup de réfugiés, parce qu'on dénombre presque près de 50 000 qui étaient en exil en RDC et qui sont rentrés. Mais nous qui étions restés le camp, on était pratiquement 2000 personnes au camp de Kimaza. Un nombre vraiment résiduel. Le plus grand nombre était rentré. Et parmi ces gens qui rentraient, c'est de là qu'on compte les 353 disparus du beach. Vous comprenez, monsieur Christian? Ceux du camp, suivant les interrogations, il y en a eu 683 personnes disparues que les témoins nous apportaient. Mais les 353 disparus du beach dépendent des personnes qui étaient rentrées à Brazzaville Ah, volontairement. donc si j'ai bien compris, Voilà. il faut donc additionner les 683 plus les Exactement. 353. Oui, oui, mais il y a un tableau exhaustif à la fin de l'ouvrage où je donne toutes les- tous les détails des morts, selon les anciennes publications, selon les témoignages, selon les disparus du beach, etc. Et on dénombre près de 18 000 morts. Et ça, encore, c'est un nombre en miniature. En réalité, ils sont plus que ça. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas témoigné, vous n'alliez pas témoigner à Paris sur cette affaire? Non, mais en fait, quand le fameux procès a eu lieu, hein, quand le dossier a été déposé, je pense que c'était à Meaux, j'étais encore au camp de Kimaza. Ah, Donc, d'accord. je quittais la RDC en novembre 2008. C'était un 4 novembre 2008 que j'ai quitté et que je suis arrivé au Canada. Et donc, en arrivant au Canada, j'ai fait partie pas mal de documents à Twanga Marcel, qui était le président, effectivement, des disparus du Beach. Marcel Twanga, oui, oui. Oui, le président du Beach. J'ai envoyé beaucoup de documents afin qu'il puisse prendre connaissance de tout ce qui s'était passé en dehors des problèmes de ces disparus du Beach et qu'il les présente afin que, comme on appelle, le tribunal puisse prendre acte de cela. Parce que si jusqu'à présent, il n'y a pas un jugement là-dessus, mais il y a une main noire quelque part. Il y a une main noire quelque part qui pèse. Je sais que les Il doit dossiers y avoir sont une arrivés pression politique avec une pression politique exactement. Vous vous rappelez de l'arrestation de Ndengue en France, qui avait été qui libérée a nuitamment pris d'ailleurs. exactement. Et tout simplement parce que la France a pris part à ce génocide. Dès mes propres yeux, j'ai vu. Dommage si on avait, comme on appelle, une vidéo où on aurait dû filmer cela, mais malheureusement, ce n'était pas possible. Donc, Moi, je cette main reviens là-dessus noire-là, parce que c'est très ouais, intéressant. Un ouais, hélicoptère estampillé Elf Congo, Elf qui Congo. sera donc total, et nous connaissons, tout le monde sait comment Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. C'était un coup d'État militaire Exactement, exactement, préparé par exactement. Elf Congo. Elf Congo, c'est Elf Congo. Vous comprenez? C'est pas pour rien aussi que Jacques Chirac avait remercié l'Angola du fait d'avoir aidé Sassou à revenir au pouvoir. Parce que je me rappelle de l'entretien que Sassou a eu avec l'actuel secrétaire des Nations Unies, qui fut à l'époque au commissaire du HCR, au commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Il lui avait reproché qu'il était parti trop loin dans ses exactions.
dans sa cruauté qu'il fallait arrêter. Et donc, j'ai L'ancien connu secrétaire actuel, l'ancien secrétaire des Nations Unies, du Haut Commissariat des Nations des Unies, Nations Unies, oui, qui est actuellement le secrétaire des Nations Unies, a reproché à Denis Denis Sassou Sassou Nguesso. Nguesso lors d'un entretien à New York, dans un hôtel des Nations Unies. Je suis au courant de ça. C'est normal, ça relève aussi de ma compétence. J'étais responsable du camp. J'étais au courant de beaucoup de choses. Et donc, il a Les dit à Denis Sassou entretiens Nguesso qu'il était qu'il allé trop qu'il loin fallait dans ses crimes. trop loin qu'il fallait arrêter les crimes. Parce que Sassou violait le droit international, violait le sol de la RDC et pire encore, l'espace des Nations Unies qui était le camp des réfugiés. Parce qu'on était reconnu officiellement. C'était une violation. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur RCT. Bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir qui porte sur Enfer du Poule, le génocide, témoignage poignant, un livre de Prosper Bimangou paru aux éditions L'Harmattan, préfacé par le docteur Dominique Nkonkou, avocat. Bonjour Prosper. Bonjour Christian. Un réel plaisir de vous avoir sur RCT. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, c'est tout un plaisir pour moi et pour honorer effectivement nos morts, tous ceux qui sont partis. Donc c'est très très important et je suis très fier d'être là. Professionnel de la communication, vous avez évolué au ministère de l'Information, des postes de télécommunications au Congo-Brazzaville. Vous avez également coopéré avec la mission de coopération française à l'ambassade de France, l'agence allemande de coopération internationale pour le développement, le fossile canadien, l'agence du développement fédéral des États-Unis et l'agence française du développement. Vous aviez aussi été assistant technique du projet à l'agence pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger de la Wallonie à Bruxelles. Vous avez effectué plusieurs missions de coopération internationale en Afrique en partenariat avec le Centre d'études pour la coopération internationale du Canada, le service laïque de coopération au développement et avec l'ONG de l'Université libre de Bruxelles. C'est avec grand plaisir que je vous reçois sur le plateau de Droit de savoir pour que vous nous parliez de votre livre intitulé, je rappelle, Enfer du Poule, le génocide, témoignage poignant. Dans cet ouvrage, et ça sera donc la première question, vous mettez à la disposition du public et de la communauté internationale des témoignages sur les atrocités de la guerre aux poules. Vous releviez d'ailleurs la cruauté avec laquelle le plan Moebara, pour ceux qui ont douté encore, mais moi-même, je n'en étais pas encore vraiment persuadé qu'il existait un tel programme d'extermination des populations civiles dans le département du Poule. Vous relevez donc, disais-je, dans votre livre, la cruauté avec laquelle le plan Mouibara a été planifié et mis en œuvre. Vous décriviez également les méthodes déployées, dont la volonté de donner gratuitement la mort à des dizaines de milliers de personnes pour ce qu'elles étaient. Pour ce qu'elles étaient. C'est ce qui valide finalement la thèse d'un génocide planifié dans le département de Pôle, c'est ça? Exactement. Exactement, on valide la thèse du génocide parce que à travers ces témoignages que j'ai pu récolter auprès des réfugiés qui sont arrivés au camp, et ça dénote bel et bien qu'effectivement il y a eu génocide. Quand tu lis ces témoignages, vous comprendrez les atrocités, les méthodes appliquées pour pouvoir tuer les gens. On a distribué gratuitement la mort aux gens de 12 ans à 60 ans. C'était le plan Mombala. Vous poursuivez d'ailleurs que les survivants à cet enfer sont prêts à témoigner, c'est ça, devant une juridiction internationale pour valider les récits
et espérer l'inculpation des acteurs de ce génocide. Mais qui sont donc les acteurs de ce génocide? Bon, les acteurs, en fait, c'est en fait l'armée congolaise, en partenariat avec les mercenaires qui sont arrivés au pool. Notamment, parmi eux, il y avait beaucoup de Tchadiens, des ex-Forces, des Angolais, des Français et pas mal d'autres qui ont combattu du côté de là, que effectivement le président Sassou avait contacté pour le faire, pour réaliser cette opération. C'est clair et net, ça s'explique parce que avec nos propres militaires, c'était difficile quand même d'arriver à ce point. Il il a préféré recruter des mercenaires qui, n'étant pas du pays, pouvaient effectivement donner la mort gratuitement Oui, mais à la évidemment, nous savons, le population. principe est connu de tout le monde. Lorsqu'on recrute des mercenaires, qui d'ailleurs ne sont pas des nationaux, ils commettent Exactement. des atrocités et à ce moment-là, ils ne regardent pas comment vieillards, enfants, femmes, hommes tirent sur tout ce qui bouge. En fait, c'est ça. Exactement. Derrière cette intention d'utiliser les mercenaires, c'est de tirer sur tout ce qui bouge. Exactement. C'est ça qui s'est passé. Et parce que quand je revois un peu le tableau de Mo et Bara, il y a eu plus de mercenaires que de militaires nationaux. C'est la souffrance ici, telle que vous me voyez là. C'est tout ce qui me reste maintenant. J'ai 70 ans. Jusqu'à l'heure où nous sommes en train d'échanger avec vous, nous vivons dans la forêt. Certains d'entre nous sont malades. Nous vivons comme des poulets, comme des chiens, une vie de misère. Depuis que cette expédition militaire punitive a commencé, je n'ai plus de village. Toute ma famille est morte. À Monoko, où nous étions, 5 personnes sont mortes. De l'autre côté, ils ont incendié environ 37 personnes dans une maison. 37 personnes ont été tuées dans ce village depuis le début de cette opération militaire punitive. Sans compter ceux qui sont morts de maladie. Le village était grand, il y avait beaucoup de gens. Je n'ai plus personne dans ma famille. Je ne sais quoi faire. Je ne peux pas vivre seul dans le village. Heureusement, un garçon est venu me consoler et m'encourager, me disant que nous viendrons vivre avec toi dans ton village. Vous serez les bienvenus, leur ai-je dit. Je ne vois pas comment vivre seul dans un village. Sinon, j'irai vivre chez les autres. Ce n'est pas bon d'être seul. Tous mes parents qui étaient avec moi dans mon village ont péri. Ils ont été tués. Je suis très malheureux. Nous vivons maintenant dans la forêt. Ils nous avaient trouvés ici quand ils sont arrivés. Ils se sont mis à tirer dans tous les sens. Par curiosité, nous avons voulu savoir ce qui se passait. Nous nous sommes rapprochés. Voilà comment ils ont mis la main sur nous. Ils nous ont dit ici, ça tire de partout. Allons vers l'hélicoptère. Quand nous sommes arrivés quelque part, ils nous ont rassemblés, ils nous ont fait asseoir et ont commencé à nous demander de l'argent. Malgré que les parents leur avaient donné tout ce qu'ils avaient comme argent, ils nous ont gardés. Un parmi nous leur a posé la question de savoir qu'avons-nous fait. Ils l'ont abattu sur place. Ils ont incendié la maison. Des gens sont morts dans la maison, calcinés. Nous avons pris la fuite. Comment avez-vous fait pour fuir? Nous avons défoncé la porte et nous avions fui. Vos bourreaux étaient déjà partis ou ils étaient encore là? Non, ils étaient encore là. Ils étaient 10 cobras, balafrés. Et toi, tu t'es aussi brûlé? J'ai eu des brûlures ici et à la tête. Montre voir. Montre la jambe. Dans la maison qui a été incendiée, combien étiez-vous, notamment les membres de votre famille? Maman, la tante Oumba, la tante Ndinga, Dieu veille. Tandou, oui. J'ai pris Tandou en compte.
Nous étions 9 de ma famille. 9, une voix off. Et le bébé, vous étiez 10. 9 sont morts. Maman est morte avec la grossesse. Oui, nous étions au total 10 personnes. Sa maman a été tuée avec une grossesse. Cela prouve à suffisance qu'il y a eu effectivement un génocide, exécuté beaucoup plus par les mercenaires que les militaires nationaux. Donc, c'est ça. Donc, les témoins sont prêts effectivement à porter témoignage devant une juridiction internationale pour décrire effectivement les faits, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est fait. Donc, vous avez même à l'intérieur, dans le livre, un tableau où j'ai eu à interroger 279 personnes qui ont donné les chiffres exacts au départ et les chiffres à l'arrivée. Et la différence, effectivement, c'est le nombre de morts. Il y a eu près de 683 morts. Donc, c'est 683 morts dans l'affaire des disparus, en fait, les massacres du Beach, ou bien dans ce qui s'est passé sans les massacres du Beach. Ça, c'est sans les massacres du Beach. Parce que c'est des témoins qui étaient au camp, qui sont arrivés, qui étaient sur place. Et la majorité d'entre eux sont partis de la région du Pôle. Ils n'étaient pas à Brazzaville. Parce que quand ceux qui ont été enlevés au Beach, moi, par exemple, je me trouvais encore au fin fond de la forêt. Je me rappelle, j'étais au centre du père Crisson, de Crisson les Brèches, voilà, de la Thébaïde. C'était en mai 99. Or, ceux qui sont arrivés, c'est bien après. Ils sont partis des fins fonds, des forêts du Poule pour Kimaza. Donc, ça n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé au Beach de Brazzaville. Donc, ça, c'est des témoignages des personnes exécutées au courant de leur déplacement, leur périple dans la région du Pôle. Et quand ils sont arrivés, effectivement, ils ont fait le point. Ils ont fait le point et vous annonciez tout à l'heure le chiffre de 683 personnes mortes. 683 personnes exécutées. Il y a un tableau effectivement exhaustif qui représente tout cela, avec les noms et prénoms, date de départ, lieu des exécutions des morts, des disparus, et la date d'arrivée au camp de Kimaza. Donc, j'ai les données exactes et les noms des familles, avec les noms des personnes tuées, tout est là dans le document. Alors, donc, on peut parler d'un travail scientifique, fruit donc du travail que vous avez élaboré alors que vous étiez membre du comité du camp des réfugiés de Kimaza en République démocratique du Congo, c'est ce que j'ai cru comprendre. Exactement. Où affluaient évidemment les rescapés Ouais. du massacre de la région du Poule dès le 18 décembre 1998. Pourquoi 19, la date 99. 99. La guerre a eu lieu à commencer quand nous sommes partis, c'était le 18 décembre 98. Mais nous sommes le camp de Kimaza a été ouvert en 2019, plutôt en 1999. Et moi, je suis arrivé en juillet 99. Et donc, je pense que 6 mois après l'ouverture du camp. Et quand je suis arrivé, on était un nombre vraiment restreint, quelques réfugiés, d'autres partaient de Louvre-aussi qu'on avait transféré là, et sans compter effectivement tous ceux qui étaient partis à Brazzaville, et qu'on compte on dénombre beaucoup de disparus. Donc, ces réfugiés qui sont arrivés au camp et qui sont restés au camp, c'est ceux-là que j'ai interrogés. C'est là où j'ai mené mes enquêtes pour avoir toutes ces données. Parce qu'on se demandait pourquoi on était là. Il fallait donc chercher à comprendre pourquoi on se retrouvait dans un lieu aussi restreint dans une brousse. Bon, brousse entre parenthèses, mais c'était un camp de réfugiés. Donc on se demandait qu'est-ce qu'on avait fait. Donc il fallait aller en profondeur, essayer de comprendre les causes. Donc cette période de restreinte, cette période de retrait, nous a permis effectivement de comprendre beaucoup de choses. Raison pour laquelle on a profité
pour chercher à avoir tous les éléments qui ont fait que nous puissions nous retrouver là. Ça va la cause, c'est les politiciens. Alors donc, si j'ai bien compris, la date du 18 décembre 1998, c'est la date où voilà, les hostilités sont lancées dans le pool, j'allais dire, l'expédition militaire punitive est lancée dans le pool. Et vous affirmiez ici que finalement, ces 683 personnes que vous avez identifiées, Oui, contrairement aux 353 qu'on a annoncé dans l'affaire du beach, c'est-à-dire le massacre des jeunes au beach oui, de Brazzaville, oui, c'est ça. oui. Euh, je vais un peu récapituler, reprendre, parce que la guerre au pôle n'a pas commencé en décembre 98. C'est bien avant que ça avait commencé. Mais l'arrivée des ninjas à Brazzaville, c'était le 18 décembre 98. Et entre-temps, il y avait déjà plusieurs morts dans la région du pôle. Nous étant à Brazzaville, on voyait arriver le lot de cadavres des militaires qui passaient. Lorsque nous avons brûlé le département du Poul, on ne nous a rien fait. Ils n'ont rien fait, le ciel n'est pas tombé. Nous n'avons pas droit à l'erreur, nous devons protéger notre pouvoir. Et ça, le gouvernement n'en parle pas. Mais quand les ninjas sont arrivés à 98, en décembre 98, à Brazzaville, c'est lors du retrait des ninjas que toute la population de sud de Brazzaville est repartie et est rentrée dans la région de Poul. Donc, parallèlement avec le départ des ninjas, la population aussi s'est retirée, s'est rétractée des régions de la commune, des quartiers sud de Brazzaville. Et nous sommes tous partis en même temps. Ceux qui sont restés beaucoup plus longtemps, 7 mois, 6 mois, 1 an, avant de traverser de l'autre côté. Maintenant, quand nous sommes arrivés au camp de Kimaza, ces réfugiés qui étaient venus, ce sont ceux-là qui nous ont apporté ces éléments, qui ont apporté ces témoignages que nous mettons à la disposition de la population. Entre-temps, il y a eu beaucoup de réfugiés, parce qu'on dénombre presque près de 50 000 qui étaient en exil en RDC et qui sont rentrés. Mais nous qui étions restés au camp, on était pratiquement 2000 personnes au camp de Kimaza. Un nombre vraiment résiduel. Le plus grand nombre était rentré. Et parmi ces gens qui rentraient, c'est de là qu'on compte les 353 disparus du beach. Vous comprenez, monsieur Christian? Ceux du camp, suivant les interrogations, il y en a eu 683 personnes disparues que les témoins nous apportaient. Mais les 353 disparus du beach dépendent des personnes qui étaient rentrées à Brazzaville volontairement. Donc, si j'ai bien compris, voilà. Il faut donc additionner les 683 plus les Exactement. 53. Oui. Oui, mais il y a un tableau exhaustif à la fin de l'ouvrage où je donne tous les détails des morts, selon les anciennes publications, selon les témoignages, selon les disparus du beach, etc. Et on dénombre près de 18 000 morts. Et ça, encore, c'est un nombre en miniature. En réalité, ils sont plus que ça. Mais puisque nous n'avons pas encore tous les témoignages qui peuvent nous apporter la lumière là-dessus sur le nombre exact des disparus du beach, pour le moment, on se limite à ça. Mais dans l'avenir, je pense que, puisque le travail continue, vous le travail pensez, continue de recherche, et et vous nous serons. pensez qu'il y aurait eu plus de 18 000 morts? Plus de 18 morts. Parce que quand on suit les interviews au niveau de France 24,
Il y a certains qui parlent même de 200 000 morts au total. Mais le grand problème sur lequel, c'est qu'il y a des familles tout entières qui ont disparu et qui ne peuvent témoigner. Donc, une enquête exhaustive, internationale, tant nationale, nous permettrait de savoir exactement le nombre de morts qu'il y a eu. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont plus au Congo-Brazzaville, il y a beaucoup qui sont encore là-bas, mais qui ont quitté le pôle, qui sont soit à Pointe-Noire ou soit dans d'autres pays. Il faut les interviewer tous pour qu'on ait un chiffre exact. Par le temps, Qu'est-ce que ça vous fait dire, qu'est-ce que ça vous fait oui. penser lorsque on pose la question à Denis Sassou Nguesso sur les disparus de Beach? Il dit il n'y a jamais eu de disparus, ils ont voyagé, ils doivent se retrouver à l'étranger, d'autres ont quitté le pays, mais il n'y a jamais eu de disparus du Beach. Mais vous savez, le chef de l'État se défend. C'est tout à fait normal parce que c'est celui qui est accusé. Mais lors du procès de Brazzaville, suivant les paroles de, comment on appelle, de Ntsuru, il a dit, il a confirmé, qu'il avait fait pression au niveau du chef d'état-major général, qu'on puisse savoir qui sont les responsables qui ont enlevé les réfugiés au beach de Brazzaville. Parce que le bruit pourrait, au niveau de l'armée, et lui, en tant que chef de renseignement, cherchait à savoir qui était à l'origine des disparus du beach, ce qui a eu bien disparu. Même si le chef de l'État cherche à méconnaître cela, mais il y a eu bel et bien disparu du beach, puisqu'il y a des rescapés. Il y a un qui doit être en France, qui a échappé belle à la mort, lui qui était enlevé, qu'on avait pris au beach, jusqu'au camp, comment on appelle, au camp de, je pense, du 15 août, 15 août, oui. oui, 15 août, où on a eu à exécuter pratiquement tous ceux qui étaient enlevés au beach. Lui, il a reçu des balles, mais Dieu merci, il s'en est sorti. Il a porté témoignage. Donc, même si le chef de l'État méconnaît ça, c'est tout à fait normal. Ils ont dit que, effectivement, certains étaient comment on appelle, en RDC, vivants, et parmi eux, ma personne, qui était citée normalement. Alors que, alors que, selon les allégations, j'étais réfugié depuis 1997 en République démocratique du Congo. En 1997, j'ai travaillé encore au ministère de la Communication, à la Direction générale de la presse écrite avec Claude Bivois. Et notre ministre à l'époque, c'était Ibovi. Jusqu'à 1998, j'ai quitté Brazzaville le 18 décembre 1998. Vous comprenez? Quand les Nigériens sont rentrés. Alors, pourquoi avoir choisi ma personne pour dire que c'est un faux disparu du 8e? Tout simplement parce qu'ils ont envoyé une délégation à Kimala, l'ANADEM F, pour chercher des causes, plutôt chercher de faux, vrais disparus du beach parmi les réfugiés. Donc, un achat de conscience. Les faux, vrais disparus du beach. Ça me fait penser au livre écrit par Anatole Colinet Makosso. Exactement, ça fait allusion à ça. Pour nier le génocide, nier le crime. Exactement. Et un j'ai été déni carrément de crime, mais c'est exactement, j'ai été cité nommément. Il y a même un livre publié à Kinshasa, Les Deux Rives, où il y a un article spécial sur moi et que j'ai dénoncé le droit de réponse, que j'ai saisi les Nations Unies pour dénoncer ces faits. Raison pour laquelle même à travers le livre, j'ai parlé de mon parcours de Brazzaville jusqu'au camp de Kimaza. J'ai traversé les 17 pourquoi il s'acharnait sur votre personne? Parce qu'il savait que vous étiez en train de faire un travail de collecte d'informations sur ces crimes? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Cette délégation a été mandatée par Brazzaville pour chercher effectivement des éléments pour justifier les disparus du beach.
Et notamment, leur travail était centré sur l'achat de conscience. Demander à une personne qui soit de répondre au nom d'un disparu du beach, tout en les filmant. Vous comprenez? Alors, quand cette ONG est arrivée clandestinement au camp, sans l'apport, effectivement, sans l'accord du Yasser et des autorités politico-militaires de la place, parce qu'on ne peut pas venir dans un camp des Nations Unies des réfugiés sans l'autorisation du Yasser et des autorités qui sont arrivés clandestinement. Et je me rappelle, ce fut un samedi. Il pleuvait beaucoup aux environs de 11h, 12h. Et je veux voir des réfugiés arriver m'informer, puisque j'étais le président du camp à l'époque, dire qu'il y a une délégation qui est là. Je dis, ah bon, il y a une délégation qui est là, mais on n'était pas informé. Et comme mon responsable, je prends mes documents pour aller les rencontrer. J'arrive, ils étaient déjà dans le camp avec l'officier de sécurité du camp. Je me suis dit, c'est qu'ils ont rempli les conditions pour entrer au camp. Et quand ils sont arrivés, je les ai interrogés. L'officier du camp m'a laissé avec le gars m'entretenir. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Il dit non, nous sommes une ONG de droits de l'homme, assistée par les Américains. Nous avons été à une réunion du HCR en Ituri et nous avons appris que les réfugiés congolais reçoivent une certaine subvention, non seulement après les morts, mais aussi pour les études, ceci, cela. Il dit, mais qui est ce responsable? Il ne savait quoi me répondre. Je lui ai dit, mais vous aurez dû vous arrêter à Kinshasa. Comment vous venez ici pour avoir ces informations? Il dit non, c'est parce que le 11 décembre 11 décembre 2003, il y a une délégation américaine qui viendra vous voir à ce propos. Je dis, bon, entendu, elle va me demander, ah, est-ce que vous pouvez nous amener vers la présidente des femmes? Comme elle était du comité, il dit, il n'y a pas de problème. Nous sommes allés. On était avec le secrétaire effectivement du comité. Nous sommes allés, je l'ai présenté la présidente des femmes, ils étaient en train de s'entretenir quand aussitôt surgirent deux personnes qui auparavant n'étaient pas dans la délégation en train de nous photographier. J'ai dit, tiens, mais d'où ceux-là viennent? Alors, j'ai demandé au secrétaire de sortir ensemble avec moi, leur laissant s'entretenir. Me dit, il faut faire très attention parce que au départ, il y avait deux personnes et en ce moment précis, ils sont quatre, cinq plutôt, mais par où ces trois autres sont passés? Il faut faire attention parce qu'il n'y a pas longtemps, Alain Akwala parlait des faux disparus du beach qui se trouveraient encore au Kondikimaza et qu'ils avaient bientôt les éléments. Est-ce que je me rappelle bien, par rapport à leur dossier à la Cour pénale internationale, ils avaient dit qu'ils avaient des éléments et réfugiés, des disparus du beach qui sont vivants au camp de Kimaza. Il faut faire très attention. Donc, ils étaient là dans le processus de la création des fausses preuves pour aller... Exactement. Et pendant qu'on était à l'intérieur, ils m'ont pris en image à côté d'un ancien préfet du Poul qui était là. Ils disent, c'est délicat. Ils en ont profité donc de prendre cette photo, cette image, et avec quelques documents qu'ils ont eu à publier. Vous comprenez quoi? Alors, le camp était tellement alerté, d'une façon inaccoutumée, je me suis dit non, qu'il fallait faire quelque chose. Subitement, je vis l'agent de sécurité venir en catastrophe. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous connaissez ces gens? Il dit, mais écoutez, c'est vous qui vous me l'avez présenté. C'est vous, l'agent de sécurité, qui êtes censé faire passer les gens au portail. Comment vous me posez encore cette question-là? Et c'est à partir de là, il me demande comment j'avais un véhicule, comment on appelle, un vélo, cyclette, qui me permettait de faire un peu de courses. Il dit, est-ce que tu peux me le prêter? Je lui ai donné, il a suivi. C'était trop tard, ils étaient déjà partis. Le HCR alerté. Les autorités politico-administratives de Mazangongo plutôt alertées. Devrait arriver le
plus rapidement possible au camp. Pendant ce temps, ils étaient à Mbazangongo avec des t-shirts de ONG de droits de l'homme, chose qu'ils n'avaient pas au camp. Vous comprenez? Quand les autorités sont arrivées, ils nous ont interrogés, j'ai expliqué comment ça s'est passé, tout ce qui s'était passé. C'est alors que les auditions vont commencer des réfugiés pour savoir qui les connaissait, tout ça. Effectivement, il y a eu une complicité de certains réfugiés qui avaient vendu leur conscience, qui avaient accepté la ligne parce que leur promettait la réinstallation. Vous comprenez, avec beaucoup d'argent. Je me suis dit non. Donc, les autorités ont commencé à auditionner tous ces réfugiés. Jusqu'à un jeudi, m'appelait. Je suis allé en Bazangongo pour témoigner. J'ai confirmé tout ce qui avait été dit et je leur demandé l'autorisation pour que je me rende à Kinshasa faire des enquêtes personnelles. Parce que j'étais le responsable du camp. Donc, il me revenait le devoir de savoir exactement ce qui s'était passé. Il me l'autorisant, je suis allé à Kinshasa. J'ai mené des enquêtes approfondies. Et j'ai découvert les personnes avec lesquelles cet ONG avait collaboré et comment aussi eux, ils étaient faits, c'était, comment on fait, le voler, fait avoir. Alors, écoutez, c'était affreux. J'ai fait mon rapport que je transmets aux Nations Unies, notamment le HCR. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces personnes que vous avez finalement découvert, qui avaient collaboré avec ces... Non, mais ils m'ont raconté exactement la procédure qu'ils ont appliquée. Ça avait commencé un peu plus longtemps que ça. Ils venaient, ils ont contacté d'abord les réfugiés qui vivaient, qui sont arrivés depuis 2017 et qui vivaient dans un camp de réfugiés pas trop loin de Kinshasa. Mhm. Pour leur convaincre, leur poser des questions, pourquoi ils étaient ici, pourquoi ils ne voulaient pas rentrer, pourquoi le HCR les maltraitait, alors qu'eux, ils étaient prêts à leur apporter des moyens, plutôt les faire installer. Et les pauvres, cette fois, ont commencé à leur donner des moyens. Et les réfugiés, aussi cons ils étaient, ils ont présenté leurs documents, leur passeport bleu et tout. Et ils ont tout récupéré sans les remettre. Celui que j'ai rencontré m'a tout décrit en détail, les contacts, l'heure, ce qu'ils avaient fait. Cet ONG en même temps est parti à Brazzaville rencontrer sa famille, à qui ils ont causé. Vous comprenez? Et la famille va même l'appeler pour lui confirmer, oui, nous avons reçu des gens qui étaient à Kinshasa, et ils sont là, ils nous ont aidés, ils nous ont donné des sous, des moyens comme ça. Alors, quand j'ai fait donc le rapport, la première chose que le HCR a fait, les Nations Unies ont fait, c'était de vérifier tout ce qui a été dit. Ils ont envoyé clandestinement une délégation à Brazzaville, rencontrer la famille du gars qui était prêt. Et ça a été confirmé. Pendant que j'étais en train de faire des enquêtes approfondies à Kinshasa, les prétendus agents à garde de l'ANADEM-F étaient arrêtés à Kinshasa grâce au service des quelques réfugiés qui les avaient accompagnés. Et eux aussi, à eux aussi, on leur demandait de se faire filmer avec un message à l'appui et en répondant au nom des vrais disparus du beach. Heureusement que certains d'entre eux se sont rétractés, ils ont contacté Diop Missamou et ensemble, ils sont allés au ministère de l'Intérieur donner les faits. Le ministère de l'Intérieur va s'organiser et lors de l'opération qui devait se faire le soir même pour interviewer effectivement un certain concours qui devrait répondre aussi au nom d'un concours Édouard, la police surgit et ils étaient arrêtés. Pris de panique, certains s'étaient échappés, ils sont rentrés à Brazzaville et ceux qui étaient arrêtés ont été conduits à la prison. Les amis réfugiés qui étaient avec eux aussi ont été arrêtés pour besoin d'enquête.
Entre-temps, Brazzaville, un certain Pouloumbou va envoyer un message à, je pense, c'est à RFI pour dire qu'il y a des membres de l'ONG ANADEM-F de droits de l'homme qui ont été arrêtés parce que le HCR estime que c'est des espions etc. Alors, quelques temps après, effectivement, quand le HCR a reçu la suite de la délégation qui était partie à Brazzaville vérifier les faits, ça a été confirmé que le HCR, qu'effectivement la délégation était envoyée par Brazzaville. Par Brazzaville. Et laisse-moi te dire, Christian, en même temps, il, il y a eu des émissions à la radio, télévision, plutôt à la télévision congolaise à Brazzaville, où il montrait les films du camp de Kiemaza, où il montrait tout ce qui s'était fait enregistrer. 4 jours d'affilée de suite. Et ils ne savaient pas que du côté de Kinshasa, on leur suivait. Et tous, effectivement, les agents de l'ANER, les agents de la sécurité du Kinshasa avaient compris que la mission était envoyée par Brazzaville. Donc, après ma mission d'enquête à Kinshasa, je vais rentrer, je suis arrivé à Mazangou, je fais le compte-rendu, j'ai montré, fait tous les documents que j'avais pu avoir à Kinshasa, et effectivement, la paix est décidée. Donc, Mais donc, voilà je un peu. comprends que c'est toute une machine qui avait été montée pour tenter d'occulter ces crimes. Et nous avons rappelé Et- tout à l'heure, d'ailleurs, le livre, puisque Anatole Kolidé-Makosso est allé beaucoup trop loin, d'ailleurs, écrivant même le livre où on Exactement, dit des exactement. faux, Ah, vrais oui, disparus. Lui, il exactement. disait c'est un déni de crime et c'est passible de poursuite Ah, judiciaire. ouais, Alors, c'est donc, ça. vous dites, c'est pratiquement plus de 1000. Ça, c'est ce que vous avez pu presque identifier. Et vous dites, il y en aurait plus de 18 000. C'est énorme. Bon, mais ici, C'est dans le livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, ceux qui se sont confiés à vous, c'est-à-dire qui ont témoigné, vous ont rassuré qu'ils peuvent le faire devant témoigner, exactement. la Ouais. juridiction. Ouais, dommage un peu que deux de prétendants témoins nous ont lycée, hein, ils sont Ah, partis de l'autre c'est bien côté. dommage. Et, Ils sont oui, décédés, un mais qui est je mort pense qu'il y ici. en a encore, et surtout vous-même, Non, vous non, êtes non, non, il y en a témoin. encore, hein, il y en a encore, mais parmi les 279 familles interrogées, c'est des témoins qui sont là, prêts à témoigner aussi. Parce Tout à qu'ils ont fait. prouvé, effectivement, ils ont démontré qu'il y a eu des morts, que les parents sont décédés, quoi. Alors, vous nous rappeliez la séquence colonel Sourou. Oui. Est-ce que je peux penser, enfin, ben, toutes les hypothèses, hein, on peut les poser sur la table. Est-ce qu'on peut penser que c'est ce témoignage qui aurait précipité finalement son assassinat, sa mort? Je pense pas. Mais c'est vrai, il connaissait beaucoup sur tout ce qui s'était passé au Bichi, Brazzaville, tout ce qui s'est passé même en RDC. Parce que lui, il est arrivé c'était bien, je pense, en 2001, au camp de Kimaza, avec un commando de 18 personnes, super armés et avec des silencieux. Vous comprenez? Le colonel Tsuru. Et quand ils sont arrivés, on leur parlait de Kimaza. Or, il y a deux Kimaza. Il y a un qui est proche, qui est à 21 km de Mazangougou, et il y a un autre Kimaza qui est proche de Nkamba. Il y a eu confusion dans leur tête, Dieu merci d'ailleurs, et ils sont Comme quoi, partis. Dieu sait faire les choses. Exactement. Et ils sont partis là-bas, ils étaient perdus. Maintenant, au retour, en Ngombe Matat, ils ont été arrêtés pour leur interroger qu'est-ce qu'ils venaient faire. Vous comprenez? Parce que ni le HCR était averti, ni les autorités politico-administratives en Bazango ont été avertis. Vous comprenez? Maintenant, les autorités, les agents de sécurité de Ngombe Matadi vont saisir Mazangongo pour signaler ces faits. Quelque temps Est-ce avant, que je suis en train de comprendre que finalement le régime Sassou opère même jusqu'à l'extérieur pour les crimes? exactement, exactement.
Voilà pourquoi je l'ai décrit. Et tout est dénoncé dans ce livre. Tout ce qu'il y a eu à faire, c'est dénoncé dans les livres. Sur les rapatriements, le rôle de Bissamatoko, tout est dit dedans. Alors, revenons sur le cas de Nsoro. Oui. Ayant dans la confusion totale depuis Mbanzangungu, depuis Ngome Matadi, ils vont donc repartir vers Mbanzangungu. Notamment, ils sont partis. Mais avant que cela n'arrive, vers 19h, on va recevoir un délégué du HCR venu en catastrophe depuis Kinshasa. Nous avertit, nous dit qu'il y a une délégation en provenance de Brazzaville que nous ne savons pas les objectifs exacts, le but pour lequel ils arrivaient. Mais soyez sages, soyez discrets, prenez vos dispositions. C'est le comité de Kimaza qui était averti. Quelques temps après, ces 3 agents de la sécurité qui arrivaient de Mazangou aussi en catastrophe. Ils étaient en civil. Ils sont passés par, comment on appelle, par l'agent de sécurité qui était à charge, bien sûr, de nous protéger au camp. Ils ont obtenu l'ordre, ils sont arrivés et on causait. Mais l'agent de sécurité ne savait pas que c'était des militaires, puisqu'ils étaient en civil. Les gars vont nous entretenir. Quelques temps après, l'agent de sécurité ayant constaté qu'ils avaient mis du temps, va intervenir pour dire, mais qu'est-ce que vous faites? Il y a longtemps que vous êtes là. Alors, à un moment, l'un des militaires, les gars qui causaient avec nous en civil, va bouger et il y a eu un sorte de craquement. Et le policier a compris qu'il était armé. Il va leur demander de sortir immédiatement. Maintenant, leur chef, il dit non, moi j'ai à causer, je dois d'abord m'entretenir avec les responsables du camp. Et quand le policier est arrivé, l'agent de sécurité est parti avec les autres. Lui, il est resté, c'est là où il va nous dire qu'il y a une délégation en provenance de Brazzaville qui se trouve actuellement vers Ngome Matadi et qu'on a demandé de repartir, qui est en train effectivement de chercher de voies et moyens pour arriver au camp. Mais nous sommes là pour vous protéger. Faites très attention. Et quand tout cela se passe, Prosper, pardon, oui. Est-ce que l'administration de Kinshasa est au courant? Ils ont été avertis discrètement, pas officiellement, officieusement, je ne sais pas qui. Raison pour laquelle ils avaient envoyé une dame, un agent de la protection du HCR, nous avertir. Elle s'est entretenue avec nous et est repartie. Il dit, soyez sages, soyez discrets, soyez prudents. Parce que nous ne savons pas pourquoi cette délégation est là. Parce que aucune délégation ne peut rentrer dans un camp de réfugiés sans l'autorisation des responsables politiques administratifs qui gèrent ces camps. Mais eux, ils sont passés outre. Le HCR n'était pas averti. Alors, donc, après son départ, c'est là où on a eu effectivement des policiers qui sont arrivés de Mbanzangungu pour nous entretenir. Ils ont dit de faire très attention. Ils sont partis très tôt le matin, vers 8 heures, au moment où arrive aussi l'ONG qui nous gère. Cette délégation-là va faire éruption. Devant l'entrée du camp, l'agent de sécurité qui est là, il dit, mais vous venez pourquoi? Il dit, non, nous sommes une délégation en provenance de Brazzaville où on venait rencontrer vos frères. Oui, lors de mission. Est-ce que les autorités politiques administratives vous ont averti? Vous ont autorisé? Est-ce que le HCR vous a autorisé? C'est à partir-là qu'ils disent qu'ils n'avaient pas ça, mais qu'ils voulaient. Et ils voulaient de force rentrer de force. L'agent de sécurité du camp dit, si vous ne sortez pas, je fais usage de mon arme. C'est là où il reculait. Quelques réfugiés s'étaient approchés pour écouter ce qu'il disait. Et parmi les 18 commandos, l'un va surgir, il va dire au commandant, donc il va s'adresser à Nsoro, je vous avais demandé d'agir nuitamment. Et voilà que les choses se compliquent. Et là, effectivement, les autorités du camp, c'est l'agence de sécurité du camp, l'ONG du camp, va saisir le HCR et les autorités politiques administratives de Mbanzangungu qui vont leur demander effectivement de repartir, de quitter le camp. Ils vont donc repartir vers Mbanzangungu
et en nous promettant de revenir. Et c'était quoi leur mission concrètement? Qu'est-ce Mais qu'ils la faisaient? mission, c'était effectivement, puisque quand on les a arrêtés, on a trouvé avec eux des silencieux, on a trouvé avec eux du poison, on a trouvé avec eux une mallette pleine de faux dollars pour acheter la circonstance, effectivement, des autorités qui nous protégeaient. Et parce qu'ils avaient demandé où ces réfugiés s'alimentent, où ils s'approvisionnent en eau. Parce qu'il y avait une citerne d'eau quelque part. Voulait-il mettre du poison dedans? Dans Déclamation. l'intention d'empoisonner de l'eau. Exactement. Voulaient-ils nous assassiner parce qu'ils avaient des silencieux? Point d'interrogation. Alors, donc après leur départ, vous avez promis de revenir. Je pense à 15 kilomètres de là, ils vont s'arrêter, ils voulaient revenir au camp. Et c'est là que les autorités aussi politico-administratives de Mbangango arrivaient. Donc vers Mbanzanzundu. Ils se sont rencontrés, ils sont entretenus et ils ont leur dit de partir. Donc, Et Prosper, ils sont dans votre repartis. ouvrage, on revient donc sur l'ouvrage. Vous décriviez, je l'ai dit tout à l'heure, vous rapportez hein, les atrocités vécues dans votre périple pendant que vous étiez au camp. Vous avez passé 10 ans, c'est ça? Le camp de Oui, Kimata. pendant 10 ans. Ouais. C'est vraiment beaucoup. Et là, vous recueillez évidemment quelques témoignages, vous avez dit. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques-uns de ces témoignages, tout de même les plus marquants, il faut le dire? Oui, je pense, j'ai déjà eu à faire une émission avec vous, là. Je vous avais parlé d'un témoignage, celui du charnier de Missafou, où il y a eu 4300 morts. Là, effectivement, à Missafou, qu'est-ce qui se passait? Quand les familles étaient arrêtées, on les conduisait vers le faisceau satellite, où on leur obligeait à creuser des trous. Les Et victimes les devaient victimes, creuser leur propre trou. leur propre trou. Il y a eu 800 trous d'identifiés. Et dans chaque trou, il y avait 2 à 3 personnes. Le père, la mère, l'enfant. Et même plus les petits-fils, etc. Il y a eu 800 trous. Ceux qui refusaient effectivement de creuser les trous, ils étaient acheminés à 100 mètres de là, à un ravin. Et arrivés là-bas, ils étaient fusillés. Et du côté ravin, il y a eu 1000 personnes. Et quand tu prends les nombres de trous multipliés par le nombre de personnes enterrées, un an, 3, parce que le gars nous avait dit qu'il y avait au moins 3 dans un trou. Tu multiplies par 800, ça fait 2400 décédés. C'est-à-dire des populations civiles qui n'avaient rien Civils. à Il y voir avait avec civils et qui n'avaient rien à voir avec comment on appelle les fameux, enfants, parler femmes, des Niger. vieillards. Enfants, femmes, exactement tués. Et même ceux qui étaient soupçonnés d'être des Niger, ils étaient assassinés. Le témoignage le décrit très bien. C'est tellement trop criminalité que c'est incroyable. Alors, quand effectivement ça se parle de Chanier, dans une des lettres qu'il avait adressées au comité spécial mix, il a bien dit, si jamais, effectivement, qu'il y avait des délégations internationales qui venaient pour faire pour le point sur les disparus, mettez-les à la disposition de nos personnes proches afin qu'elles ne puissent pas découvrir les 16 charniers dissimulés. Alors, quand ça Charnier. oui, 16 charniers dissimulés. Et là, au moins, c'est un charnier qui a été découvert, celui de Missafou et les autres. Et c'est là où je trouve un peu une contradiction quand le président de la République parle que ces disparus du beach sont vivants quelque part, qu'il n'y a jamais eu de disparus du beach.
Mais ce que le colonel Ntsuru faisait état, ces disparitions, d'où elles partaient. Où sont-ils partis, ces disparus? Et ce charnier de Missafou, ce n'est pas des morts. Et les témoignages que le 683 personnes disparues, ce n'est pas des morts. Donc c'est là où on se pose mille et une questions. Pourquoi il ne veut pas reconnaître les faits? Mais ce n'est qu'une partie remise parce que les enquêtes vont se poursuivre. Les enquêtes vont se Oui, poursuivre. comme tu dirais, après les procès de ce genre mettent beaucoup du temps, hein. Nous parlons quand Ouais, même d'un événement qui exactement, quoi, c'est ça, quoi. produit il y a plus de 20 Ouais, ans déjà, ouais, et certains exactement. témoins sont en train de partir, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais, Bon, il y en aura exactement. toujours, hein, qui vont Ouais, finalement témoigner. Et pour nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui peut-être apprennent pour la première fois cet événement, c'est juste un rappel. Entre le 5 et le 14 mai 1999, des réfugiés congolais traversent donc le fleuve Congo, deux fleuves, les deux oui, Congos, les deux Congo-Kinshasa, Congos, Congo, exactement. Brazzaville. Donc les réfugiés du Congo, Brazzaville, qui s'étaient retrouvés en RDC, échappant bien sûr à ces, bien sûr, Les oui, atrocités. je veux dire, les Ouais, violences ouais, militaires. ouais. Et c'était à la demande en plus, hein, de Denis Sassou Nguesso, qui avait rassuré les organisations internationales qu'ils pouvaient rentrer, voilà, en toute Exactement. sécurité. Malheureusement, Mais, et ensuite, c'est après les accords tripartites entre le Congo-Brazzaville, les RDC et puis l'Angola. donc on Et on ne parlerait croit même d'un pas. guet-apens. Exactement, c'est un guet-apens. Et quand donc ces Congolais arrivent au port fluvial de Brazzaville appelé donc Beach, ils font l'objet de tri. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, où ils vont subir donc les fouilles corporelles. Et là, on nous parle officiellement, nous l'avons dit tout à l'heure, de 353, mais là, je viens de découvrir que c'est finalement plus de 1000. Et vous dites d'ailleurs, c'est plus de 18 000 personnes qui ont été finalement exécutées comme ça. Et certaines sources parlent de plus que cela. Les plus, Alors, exactement. donc, une commission d'enquête sera mise en place au Congo-Brazzaville pour faire la lumière sur ces crimes contre l'humanité, que je vous propose de suivre un extrait de la déclaration de l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice et des Droits humains, Aimé Emmanuel Yoka. Je rappelle les faits. Courant 1997 et 1998, des citoyens congolais fuyant les troubles et violences nés des événements du 5 juin 1997, puis du 18 décembre 1998, s'étaient réfugiés sur le territoire de la République démocratique du Congo. À la faveur du retour de la paix à Brazzaville, les autorités compétentes des deux Congos et le Haut Commissariat aux réfugiés s'accordèrent pour favoriser le retour volontaire à Brazzaville de ceux des réfugiés qui le désiraient. Au cours des opérations de rapatriement, certaines personnes ne retrouvaient pas les membres de leur famille, qu'elles disaient cependant avoir rempli les manifestes dressés à cet effet par le HCR pour effectuer la traversée au départ du port de Kinshasa à destination de Brazzaville. Ainsi naissait l'affaire dite des disparus du Beach. Une enquête ayant été diligentée dès que les faits déplorés fussent connus, notamment à la suite des plaintes déposées le 3 et 8 septembre 1990 par M. Marcel Twanga, le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Brazzaville, immédiatement après la réception des procès-verbaux dressés pour faire foi des investigations et des constatations de la police, ouvrait une information judiciaire contre personnes non dénommées des chefs de génocide
crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'était le 8 mars 2000. C'est très important pour la suite des événements. C'était le 8 mars 2000. Okay. Voilà, et donc après ces enquêtes, s'en suivra un procès qui, curieusement, un procès qui n'avait pas pu identifier ou condamner les vrais coupables. C'est l'État congolais qui a été condamné, sont les auteurs. Donc voilà, l'État congolais s'est levé ou le Congo s'est levé pour aller, voilà, c'est ce que ça voulait dire en sorte. Je vous propose donc de suivre ce reportage sur les disparus du beach et on revient sur le plateau. Suivez. L'affaire des disparus du beach. 1999. 353 jeunes réfugiés congolais partent en bateau de la République démocratique du Congo direction le Congo-Brazza. Un retour dans leur pays après avoir fui la guerre civile. Une fois accostés au beach, le principal port de Brazzaville, on ne les retrouvera jamais. Selon des ONG, des policiers les auraient arrêtés pour les interroger avant de disparaître. D'autres sources parlent d'un massacre commis par les hommes du pouvoir. 3 ans plus tard, une enquête est ouverte en France au nom du principe de compétence universelle. Principale personne visée, 15 hauts gradés de l'armée de la police congolaise, dont Norbert Dabira, mais aussi le chef d'État Denis Sassou Nguesso. Et donc, non content de l'issue de ce procès, les parents se sont tournés, certains parents bien sûr, se sont tournés finalement vers la justice française avec bien sûr le soutien ou l'accompagnement des ONG de défense des droits humains. Et à la date où nous réalisons cette émission, le 10 août 2025, le procès est encore pendant, la procédure est encore pendante au niveau de Paris. Et là aussi, on n'a jamais compris pourquoi est-ce que ça prend autant de temps, s'il faut le dire, beaucoup trop de temps. Et pourtant, tout le temps, on entend dire ou exhumer le procès sur les biens mal acquis. Et ça revient presque chaque année, presque chaque 6 mois, chaque mois, on parle de procès bien mal acquis. Curieusement, jamais le procès sur les assassinats, j'allais dire les massacres des civils au beach. C'est tout de même curieux. Est-ce parce qu'il manquerait évidemment certains éléments ou des témoignages? Et d'ailleurs, c'est la question à vous poser. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas témoigné, vous n'alliez pas témoigner à Paris sur cette affaire? Non, mais en fait, quand le fameux procès a eu lieu, quand le dossier a été déposé, je pense que c'était à Meaux, j'étais encore au camp de Kimaza. Donc, je quittais la RDC en novembre 2008. C'était un 4 novembre 2008 que j'ai quitté et que je suis arrivé au Canada. Et donc, en arrivant au Canada, j'ai fait partie pas mal de documents à Twanga Marcel, qui était le président, effectivement, des disparus du beach. Marcel Twanga, oui. Oui, le président du beach. J'ai envoyé beaucoup de documents afin qu'il puisse prendre connaissance de tout ce qui s'était passé en dehors des problèmes de ces disparus du beach et qu'il les présente afin que, comme on appelle, le tribunal puisse prendre acte de cela. Parce que si jusqu'à présent, il n'y a pas un jugement là-dessus, mais il y a une main noire quelque part. Il y a une main noire quelque part qui pèse. Je sais que les dossiers sont arrivés. Il doit y avoir une pression politique. Avec une pression politique, exactement. Vous vous rappelez de l'arrestation de Ndengue en France? Qui avait été libéré une nuit d'ailleurs. Exactement. Et tout simplement parce que la France a pris part à ce génocide. De mes propres yeux, j'ai vu un hélicoptère où on avait bien marqué Elf Congo. Mais qu'est-ce qu'Elf Congo a fait à faire dans cette affaire? Un hélicoptère, pardon, vous dites? Hélicoptère écrit Elf Congo. Après avoir, parce que j'étais à l'époque en beaucoup, chez le prêtre Christian Labretèche. Et donc l'hélicoptère était parti bombarder à Mazandunga et avait fait le tour pour rentrer à Brazzaville. Dès mes propres yeux, j'ai vu. Dommage si on avait, comme on appelle, une vidéo où on aurait dû filmer cela, mais malheureusement,
C'était pas possible. Donc, Moi, je cette main reviens là-dessus noire-là, parce que c'est très ouais, intéressant. Un ouais, hélicoptère estampillé Elf Congo, Elf Congo. illusion donc totale, et nous connaissons, tout le monde sait comment Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. C'était un coup d'État militaire Exactement, exactement, préparé par exactement. Elf Congo. Elf Congo, c'est Elf Congo. Vous comprenez? C'est pas pour rien aussi que Jacques Chirac avait remercié l'Angola du fait d'avoir aidé Sassou à revenir au pouvoir. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et que il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. Donc cette main-là, cette main noire-là, elle existe. Elle Donc, existe. vous pensez, vous estimez qu'il y a cette pression politique parce que la France serait également impliquée dans cette affaire, dans Mais, ce crime contre l'humanité. ça, je le confirme. Parce qu'on ne peut pas comprendre un dossier aussi pas, n'est pas pris, n'est pas jugé jusqu'alors. Et quand les choses veulent aller de l'avant, il y a toujours une pression du côté de la France pour que ça ne se fasse pas. J'ai pris attache avec quelques avocats qui sont un peu dissimulés par-ci par-là, qui avaient pris en charge ce dossier du fait que, au niveau de la Cour pénale internationale, il y avait une pression pour faire le jugement. Mais depuis un certain temps, j'ai plus de nouvelles. Ont-ils été encore aussi apeurés en interrogation? Mais le dossier est là, nous l'enrichissons, nous prenons des contacts. Et Et d'ailleurs, d'abord, c'est c'est très curieux, pendant que vous le dites, Denis Sassou Nguesso peut circuler comme il veut, tranquillement, il n'est jamais inquiété, alors que la France, la justice française aujourd'hui, jouit de la compétence universelle, et nous avons aujourd'hui, comme qui dirait, des exemples, par exemple, des mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés contre le président russe Vladimir Poutine. Vladimir, oui. Nous avons aussi Netanyahou qui est poursuivi pour crimes de guerre ou crimes de génocide. Et pourquoi est-ce que Denis Sassou Nguesso, ici, où tout le monde sait que dans tous les cas, on a beau parler de l'armée ou des mercenaires, mais le chef, comme qui dirait, suprême de l'armée du Congo en ce temps-là, déjà, quand il y a ces massacres, c'est bien Denis Sassou Nguesso. Oui, mais effectivement, tout dépend des partenaires sur l'échelle internationale. Ceux qui dirigent le monde, vous pensez qu'ils sont sains? Ils savent pourquoi ils protègent Denis Sassou Nguesso. Mais s'il fait leur affaire, s'il répond à leurs demandes, c'est tout à fait normal qu'on le protège. Ce qui s'est passé au pôle, c'est sous les directives de qui? Pensez que Sassou de lui-même pouvait aller de l'avant, aller en profondeur jusqu'à ça, et c'est parce qu'il est protégé. C'est parce qu'il a assisté. Cette main noire-là, elle existe. Et Non, un mais jour, c'est toute la voilà, curiosité d'ailleurs, parce que je disais tout à exactement, l'heure, il y a quand même des cas de jurisprudence désormais. Et donc, bien Denis sûr. Sassou Nguesso ne devait plus circuler tranquillement comme ça s'il n'avait pas évidemment cette protection de la Oui, France. Après, il faudrait qu'on vienne nous démontrer le contraire, mais maintenant, on comprend très bien pourquoi est-ce que la justice française ne veut pas voilà, faire aboutir ce procès. oui, Probablement qu'ils oui, attendent que Denis Sassou Nguesso meure pour qu'il fasse encore semblant d'exhumer le dossier plus tard, mais la personne n'est plus là. Le criminel en chef serait parti. oui, C'est oui, bien oui, c'est ça. dommage. C'est un peu la politique qui prend les dessus sur cette affaire. Et on ne comprend pas pourquoi
Et ils ne veulent pas lancer un mandat international contre lui. On ne comprend pas. Parce que je me rappelle de l'entretien que Sassou a eu avec l'actuel secrétaire des Nations Unies, qui fut à l'époque au commissaire du HCR, co-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Il lui avait reproché qu'il était parti trop loin dans ses exactions, dans sa cruauté, qu'il fallait arrêter. Et donc, c'est L'ancien connu, secrétaire actuel, l'ancien secrétaire des Nations Unies, du Haut Commissariat des Nations des Unies, Nations Unies, oui, qui est actuellement le secrétaire des Nations Unies, a reproché à Denis Denis Sassou Sassou Nguesso. Nguesso lors d'un entretien à New York, dans un hôtel des Nations Unies. Je suis au courant de ça. C'est normal, ça relève aussi de ma compétence. J'étais responsable du camp. J'étais au courant de beaucoup de choses. Et donc, il a Les dit à Denis Sassou entretiens Nguesso qu'il était qu'il allé trop loin fallait dans ses crimes. trop loin, qu'il fallait arrêter les crimes. Qu'il fallait arrêter. Mais est-ce qu'il avait compris? Et je ne pense pas. Vous comprenez? Donc, tant que la Cour pénale internationale, tant que les institutions internationales du droit de l'homme lanceront pas un mandat d'arrêt, écoute, il a le droit de circuler. Qui va l'arrêter? Oui, mais c'est ce que Personne. je suis en train de comprendre. Ouais. Finalement, Donc, la fameuse communauté internationale est bien au courant de ces crimes contre l'humanité ils sont et ils au courant. savent que cela existe, Ouais. mais ferment les yeux pour, Ils ferment les yeux. soi-disant, les intérêts. Et ils ont toutes les images, puisqu'ils l'ont filmé par satellite. Ils savent exactement tout ce qui s'est passé. Nous avons eu la malchance, pas moi, mais il y a un ami qui avait le document de bombardement du pôle, la date précise. Par erreur, cet ami-là l'a remis aux autorités de la DGM et c'est parti jusqu'à présent. Un document avec des dates de bombardement bien précises. Donc, vous comprenez que c'est compliqué cette affaire-là. Oui, complexe. pendant qu'on en parle, parce qu'il y a d'autres sources qui ont affirmé, je parle ici de Jean-Claude Bissila, je ne sais pas s'il nous suit, mais s'il nous suit, il va se rappeler. Lui, il affirme d'ailleurs qu'il y a eu la complicité de ces organisations internationales de défense des droits de l'homme, notamment le HCR, parce que celui qui a assuré la responsabilité, évidemment, qui avait en charge ces réfugiés, finalement a été compromise. Je ne sais pas, c'est une dame, une certaine Marie-Louise Djetam, c'est comme ça qu'elle s'appellerait. C'était compromise parce que, bon, finalement, elle aurait pris l'argent. Elle est même devenue une dame d'affaires quelque part. Il y a même un autre nom qu'il cite souvent parce qu'il dit, il était là, il a suivi tout ce qui se faisait autour. Et là, quand vous nous rapportiez ce reproche fait à Denis Sassou Nguesso par, voilà, s'il faut dire le patron du HCR, que Denis Sassou Nguesso était parti trop loin. Pour après, on commence à se poser la question, est-ce que le procès de Paris ira aura bien lieu. jusqu'au terme ou finalement ça va s'arrêter comme ça, boycotter jusqu'à la fin? Parce que si déjà le HCR est au courant et ne fait rien, Paris encore impliqué dans ces crimes, y a-t-il vraiment... Ça, c'est vrai. Mais en fait, il ne revient pas au HCR de porter plainte contre Denis Sassou Nguesso. Leur mission, c'est effectivement de gérer les réfugiés, de signer les accords tripartites pour le rapatriement des réfugiés. Voilà la mission que leur a signée. Maintenant, prenons le cas du disparu du Beach. S'il y a eu exécution de l'autre côté, le HCR avait pour siège Kinshasa. Ils ont pris les réfugiés et les ont envoyés à Brazzaville avec attestation de bonne foi. Ils ont signé l'attestation de bonne foi pour entrer.
aussitôt arrivé à Brazzaville. Oui, mais est-ce que Ça le fait, HCR n'était pas conscient de ce qui se passait de l'autre côté de Brazzaville? Parce que nous avons eu aussi un autre témoin qui nous a dit les attestations de bonne foi. En fait, lorsqu'on lisait ces attestations, il était quelque part, il y avait une mention où on disait oui, que voilà, les volontaires étaient, comment dire ça, responsables de ce qui pourrait leur arriver. oui, Donc, c'est à leur risque et exactement. péril. Ça leur risque et péril. Tant bien que mal. C'est ce qui est dit dans effectivement l'attestation de bonne foi pour rentrer. C'était à leur risque et péril. Parce que c'est eux-mêmes qui ont signé pour rentrer. Peu importe, monsieur Christian. Après la signature des accords tripartites, Brazzaville demande à ce que les réfugiés rentrent. C'est le président de la République qui avait donné l'ordre. Effectivement, certains, quand ils ont entendu, ils ont signé la attestation de bonne foi et sont rentrés. Ils arrivent au beach de Brazzaville. Ça ferait donc en fait un plaisir pour les autorités de Brazzaville de recevoir leurs frères revenir à la patrie. Et vous comprenez? Ils devaient les accueillir avec soin, les traiter bien comme il faut. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est tout à fait le contraire. On a trié les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, et les hommes ont été assassinés. Est-ce que c'est le HCR qui leur a demandé de les trier et les assassiner? Non. Les réfugiés, les disparus ont été enlevés au beach de Brazzaville et non au beach de Ngobila. C'est vrai, la responsabilité revenait au HCR qui, après la traversée, devrait les accompagner jusqu'à un certain site donné. Ça, oui, le tort revient au HCR. Mais quand cette affaire a commencé, le HCR était saisi bien après pour savoir exactement que ces réfugiés qui rentraient étaient assassinés. C'est à partir de là qu'ils ont pris des précautions et ils ont organisé effectivement l'arrivée des réfugiés de l'autre côté de Brazzaville. Donc, ils les entraînaient, ils les prenaient jusqu'à, je pense, le centre sportif de Bakongo. C'est là où effectivement ils accompagnaient, après avoir effectivement aménagé, euh, euh, comme on appelle, les procédures de retour de Fiji, des réfugiés. Mais ce qui se passait au beach, ce sont les autorités de Brazzaville qui avaient demandé à ce que les réfugiés rentrent. Oui, mais là, on comprend très bien que c'était Oui, des crimes planifiés, comme vous l'avez dit d'ailleurs. C'était le clan effectivement, Ouébara qui était en train d'être mis à exactement, c'est ça. exécution. Nous avons quelques témoignages. Ici, je vais peut-être le lire pour l'intérêt de nos téléspectateurs. C'est le Ouais, témoignage de Marcel Twanga qui disait il y a eu des sévices, des exécutions. Certains ont été fusillés sur place et leurs corps jetés dans l'eau. Vous dans imaginez l'eau, un peu? exactement. Nous avons Exactement. inventorié plusieurs jeunes disparus, mais il y en avait beaucoup plus qu'il y en a eu des corps brûlés. C'est Marcel Tonga Exactement. qui témoigne cela, donc qui s'est vu aussi son fils de Exactement. 28 ans voilà, partir dans ces Ouais, mêmes ouais, conditions. ouais. Un deuxième témoignage, alors celui-là, il a requis l'anonymat. Voici ce qu'il dit. Quand on venait nous prendre par petits groupes pour nous exécuter, on nous disait, ninja ou pas, vous y passerez, on n'en sort jamais vivant. Donc l'intention était là. C'est quand même curieux. C'est curieux C'est quand même que de que protéger un tel crime contre l'humanité. Et ça, je ne sais pas comment ça va se terminer. exactement. Donc, en ce moment précis, on est en train de faire pression pour que ce dossier-là puisse aboutir. Raison pour laquelle nous Mais vous mettons à la pensez disposition. qu'il peut aboutir en France, puisque la France est impliquée dans cette Non, affaire? c'est pas seulement la France. Nous ne pouvons plus cibler seulement la France, mais c'est la Cour pénale internationale. Et nous apportons des éléments progressivement. Mhm. Et cet ouvrage, je mettrai aussi à leur disposition. Parce que dedans, il y a des faits troublants qu'ils vont découvrir. Effectivement, il y a eu des massacres. Ils ne sont pas au courant du tout. Mais il faut leur apporter des informations pour qu'ils sachent exactement qu'il y a eu génocide au Congo-Brazzaville, que la mort a été distribuée gratuitement, que des innocents ont péri.
Oui, mais revenons Donc, sur votre ouvrage pendant qu'on va continuer. Comment le trouver? Est-ce que vous pensez qu'il peut être aussi disponible au Congo-Brazzaville? Parce qu'il y a eu d'abord un premier ouvrage comme ça qui avait parlé du génocide. Je pense donc au livre de Maître Dominique Nkonku qui avait été censuré. Et le vôtre, vous pensez qu'il va passer? Il peut être vendu au Congo? Les Congolais il peuvent le lire? passera, ça sera vendu au Congo, ça c'est clair. Il y a, je pense, la représentation de l'Armatan qui est à Brazzaville, qui communique. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps que j'étais en contact avec l'Armatan. Ils m'ont parlé de faire la promotion du livre parce que c'était important, que c'était des témoignages très importants dans ce que vous avez suivi. Et je pense que à Brazzaville sera vendu. Et C'est dans le des, cas où c'est c'est des, censuré, il y a des alternatives. Est-ce qu'on peut trouver ça en ligne? oui, en ligne, oui, avec dans Amazon, il y en a. Hein, ça, dans Amazon, les gens peuvent le trouver facilement. C'est déjà disponible depuis le 31 juillet. Mais à Brazzaville, plutôt à Paris, la FNAC et d'autres librairies hein, qui en demandent, quoi. Le lot que je venais de recevoir, là, hein, sur mon ouvrage, il n'a pas été imprimé en On peut France. Il a été voir imprimé, oui, il a été imprimé au Québec. Et je l'ai reçu à peine 3 jours. Donc, une cinquantaine d'exemplaires que m'a envoyé pour faire effectivement connaître aux gens, envoyer aux États-Unis, tout ça, et même jusqu'au Congrès américain, parce qu'ils sont au courant du dossier de Kimaza. Ils sont au courant du dossier de Kimaza. Raison pour laquelle il y a eu beaucoup d'installations du côté de Kimaza, plus qu'au Canada. Et en ce moment précis, il y a un nombre résiduel qui est resté de quelques familles qui vont les joindre. Ça a été suspendu tout simplement avec les décisions de Trump, mais ils sont au courant. Donc, raison pour laquelle nous allons saisir effectivement tous, même le Congrès américain dans ce sens, pour qu'ils sachent exactement tout ce qui avait été passé. Et là, effectivement, il est en français, mais on va aussi le traduire en anglais et dans d'autres langues pour que ça soit accessible à tous. Je reviens sur une séquence, après, bon, ça sera la fin de notre émission, la première série. Oui, J'avais oui, la évoqué le première premier série. numéro parce que finalement c'est une série, des émissions, on y reviendra, c'est un gros dossier. Je Oui, reviens donc sur les tentatives menées par le pouvoir de Brazzaville, donc incarné par Denis Sassou Nguesso, pour éliminer les réfugiés à Kimaza. Vous avez oui, expliqué, là, c'est les commandos qui arrivaient, bon, bien que ils n'ont peut-être pas pu remplir ou effectuer leur mission, mais après, on a vécu ce qu'on est en train, d'ailleurs, ce sur quoi on est en train d'échanger, les massacres, des jeunes qui sont arrivés de l'autre côté de la rive, donc à Brazzaville, qui ont été triés, massacrés. Et nous avions même appris que certains avaient été enfermés dans les conteneurs et puis jetés dans l'eau. exactement, oui. L'état-major, hein, Voilà. c'est à Et donc, l'état-major. Oui. ce que moi je n'arrive peut-être pas à comprendre, on envoie des commandos, c'était pour éliminer les réfugiés et que probablement ils n'ont pas pu faire réussir cette opération et on leur a tendu le guet-apens, on l'a dit tout à l'heure, pour finalement les exécuter à Brazzaville. Est-ce que c'est une opération qui consistait à éliminer les réfugiés? Pourquoi concrètement? Faire effacer les traces ou... Parce que jusque-là, moi, je ne comprends pas ce qui s'est passé concrètement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous savez, quand je suis arrivé en juillet 1999 au camp de Kimaza, j'ai eu les informations selon lesquelles le camp était d'abord en Bazangongo. Donc, les tout premiers réfugiés qui ont traversé résidaient en Bazangongo. Et d'autres du côté de l'Ouosi. Il y a eu une délégation qui est venue de Brazzaville, qui est venue les convaincre comme quoi qu'il fallait qu'ils rentrent pour retrouver leur patrie. Beaucoup ont hésité, beaucoup ont refusé. Mais il y a ceux qui ont accepté de rentrer. Même moi, quand je suis arrivé en Gombe-Matadi, quand j'ai dit que j'allais au camp de Kimaza, beaucoup d'entre les réfugiés vont me dire, mais c'est parce que tu connais des problèmes, tu es un politicien. Je dis, non, je ne suis pas politicien. Je suis un professionnel de la communication, je ne connais rien de ça. Donc, tu connais quelque chose. Vous comprenez? Donc, il y a ceux qui sont rentrés volontairement, qui sont allés à Mazangungu,
avant d'être rapatriés. Alors, il y a eu d'autres délégations qui sont arrivées dans le but, effectivement, d'arrêter ce qu'on appelait, entre parenthèses, les ex-ninjas, et qui est enfermé dans un camp quelque part, que je tairai le nom, et que Buissa Matoko venait régulièrement à Kazangulu, à Mazangungu, pour les prendre et les amener. Ils étaient internés comment on appelle, au consulat du Congo-Brazzaville, au rond-point Kitambo. C'est parmi ceux-là qu'il y a eu des disparus du Beach. Beaucoup qui sont rentrés. Vous comprenez? Donc, comme vous avez su le dire, c'était pour faire disparaître, les témoignages, qu'on n'en parle plus. D'ailleurs, même notre camp, à une époque donnée, n'était plus pris en compte. Il était démontré que tous les réfugiés, qui sont en compte à peu près 50 000, que tout le monde était rentré. Et nous, Mais finalement, ils étaient beaucoup nombreux. Beaucoup nombreux, parce qu'ils sont passés par l'Ozi, par Mazangungu, par Kazangulu, sans compter ceux qui avaient traversé par le biche Gobila. Ils étaient très nombreux. Oui, ils étaient très nombreux. Donc, il fallait faire disparaître les traces. Tous ceux qui étaient supposés être ninjas étaient arrêtés et rapatriés. Oui, mais encore, le concept ninja, il prête à confusion parce que tous les originaires du département du Poul étaient appelés par ninja. Et donc, quand vous venez de là, malheureusement, vous avez déjà ce label et on pouvait vous exécuter pour ça. Oui, mais il y a une confusion. Je sais que pour les Nations Unies, il n'y a pas de rebelles. Il n'y a pas eu de rebelles. Il y a eu des populations qui se sont soulevées pour protéger leur région. Voilà comment les Nations Unies les considèrent. Ce pas des rebelles. Des populations qui se sont soulevées pour protéger leur région. Même s'il y a eu des exactions après, Niger, ceci, cela, peu importe. Mais pour les Nations Unies, c'est ça. Donc, si la population ne s'était pas soulevée, on serait tous morts et disparus. Vous comprenez, quoi? Mais d'ailleurs, dans c'est tous ça, les cas, ça pouvait se justifier parce que, nous l'avons dit, hein, ça arrive au moment où il fait son coup d'État militaire, qui était d'ailleurs prohibé par la Constitution de 1992. Et lorsqu'on dit le préambule de cette Constitution, il est bien dit, le peuple a le droit de résister par tous les moyens contre toute personne qui tenterait de prendre ou de s'emparer du pouvoir par la force. Et donc là, exactement. même si les Congolais avaient résisté, ils avaient raison. Et curieusement, il prend le pouvoir par coup d'État militaire, il ne s'arrête pas là, il se met cette fois-là à lancer une opération de massacre ou d'extermination de toute une population. Effectivement, il fallait faire disparaître les traces. Que tous ceux qui en savaient devaient disparaître. C'est bien écrit dans le plan Moïbara. Intimider la diaspora. Continuer à faire des recherches hors de la diaspora. Il y a eu un plan Moïbara. La diaspora partout. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Et nous, comme on était déjà du côté de Kimaza, plutôt du côté de la RDC, on faisait déjà partie de cette diaspora-là, même si on était réfugiés. Heureusement que je m'étais dit ceci, que la vie d'un réfugié n'est pas une fin dramatique en soi, mais un tournant décisif pour l'instauration des idées nouvelles de paix, de démocratie, pour la construction d'un lendemain meilleur. C'est grâce à ça que je me suis dit qu'il faut que j'aille en profondeur, pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu des exécutions, pourquoi nous nous retrouvons ici. Et nous, c'était notre détermination, notre courage. On serait peut-être rentré, on serait mort. On serait peut-être parmi les 353 disparus. Parmi les victimes, bien sûr. Parmi les victimes. Donc, tous ceux qui étaient à Caen étaient des témoins gênants. Et ça se poursuit jusqu'à maintenant. Faire pression auprès de la diaspora. Faire disparaître tous ceux qui connaissent.
Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, malgré la signature des accords tripartites, ils venaient quand même au camp pour chercher à nous exterminer. Et sans vous le cacher, quand la délégation de Ntsourou est arrivée, beaucoup sont allés encore dormir dans la forêt, dans l'herbe, en RDC en étant en exil. Vous vous rendez compte de ce que ça fait? Oui, mais C'est c'est incroyable. là que je posais la question si les autorités ou l'administration de Kinshasa étaient informées, mais je semble noter là aussi une certaine complaisance, parce que ça se passe quand même dans un pays étranger. Tout le monde est informé de ce qui se passe, mais ces gens-là n'ont jamais été véritablement attrapés, présentés devant la Non, justice. non, non. Des En fait, mercenaires quand même. il y a eu réaction du gouvernement de Kinshasa à l'encontre du Brazzaville, même si c'est pas passé par voie des ondes, mais c'était houleux à Brazzaville, à Kinshasa, lors d'une conférence, euh, comme on appelle, d'un conseil de ministres. C'était houleux pour cette affaire parce que Sassou violait le droit international, violait le sol de la RDC et pire encore, l'espace des Nations Unies qui était le camp des réfugiés. Parce qu'on était reconnu officiellement. C'était une violation. Donc il rentrait. Ce qui fait dire d'ailleurs à certains que Sassou n'a pas opéré seul, il ne pouvait pas faire tout ça seul, c'était pas possible. Bon, il ne pouvait pas faire tout ça seul, c'est vrai. Il avait des complices par-ci, par-là. Je vais prendre cet ONG ANADEM-F. C'est composé de qui? Des personnes de droits de l'homme qui militaient à Kinshasa et qui ont fui Kinshasa tout simplement parce que lors de la rentrée de, comme on appelle, Kabila Père, ils ont donné des fausses informations comme quoi il y avait des fausses communes autour de Kinshasa. Et quand les, les gens de la délégation des Nations Unies est arrivée, on a vérifié, il n'y avait pas de fausses communes. Et d'où il a été bouté, Omer Kandé. Et ils ont fui la RDC pour s'installer à Brazzaville. À Brazzaville, dans un document des Nations Unies, je retrouve les traces d'Odette Kandé, qui était arrêté par la sécurité d'État, compte tenu de son comportement, compte tenu des manifestations qu'il faisait. Mais malgré cela, les politiciens l'ont fait confiance et l'ont envoyé pour venir faire l'achat de conscience, pour remplir une mission qu'il n'avait pas le droit de faire. Et c'est là où je me suis dit, est-ce que les autorités politico-administratives à Brazzaville consultent quand même aussi le service, comme on appelle la sécurité d'État, puisqu'ils avaient déjà des éléments sur Omer Kandé. S'ils avaient vérifié qu'il était déjà persona non grata à Kinshasa, ils ne l'auraient pas envoyé. Mais quoi? C'est un problème des sous. Ils l'ont acheté, ils voulaient faire le coup, et voilà. Donc il y a eu complicité. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Sans la complicité, personne ne peut venir à Kinshasa. Et puisqu'ils passaient incognito, personne ne les a envoyés. Ils ne s'étaient pas arrêtés ni au beach, etc. Ils se sont présentés avec quelle identité? Vous comprenez? Tsuru arrive, Bisamatoko arrive, Anadem F arrive, etc., etc. Il y a des Et complices donc, quelque part. voilà, le livre est déjà sur le marché du livre. Je rappelle ici pour ceux qui voudront s'en procurer, et je vous conseillerais d'ailleurs, hein, les Congolais devraient lire ce L'avoir, livre, se bien sûr. procurer de ce livre, Enfer, Dupoul, le génocide, témoignage poignant. Et cette fois-ci, on attendra voir encore si Anatole Poliné Makosso, qui a coutume de nier Ouais. les crimes, pourrait encore s'hasarder, Voilà. pourquoi pas le faire, puisque c'est Ouais. devenu aussi là son rôle, un déni de crime. Ouais. En tout cas, merci Prosper. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin de l'heure qui nous a été impartie. Mais comme j'ai dit, ça c'est le premier volet, on y reviendra parce qu'il y a des témoignages qu'on va explorer pour que les Congolais Oui. comprennent ce qui s'est réellement passé, ce que Denis Oui. Sassou Nguesso avec ses partenaires ont fait contre les Congolais. Des crimes Exactement. odieux
Exactement, odieux. Crime Exactement. contre l'humanité et Ouais. c'est affreux, c'est affreux. Si on commence à vous lire les témoignages ici, ben on va y rester, voilà. Ouais, exactement. Pourquoi pas. Achetez le livre, il est déjà, même en ligne, on l'a dit, vous pouvez l'acheter en ligne, hein, voilà. En ligne, oui, hein, sur Amazon. Mais il faut se procurer de ce livre. Il est Ouais, exactement, quoi. très important pour l'histoire du Congo Brazzaville. Et donc, si j'ai bien compris, d'autres démarches seront menées pour finalement relancer le procès, pourquoi pas ailleurs, vous avez dit, à la Cour pénale internationale, c'est ça. Exactement. Ça, nous sommes prêts pour cela. Dès Et lors qu'il y on a, se mobilise dans ce sens, effectivement, pour que voilà, cela soit fait. dès lors qu'il y a déjà des cas de jurisprudence, pourquoi pas, ben, c'est des Ouais, crimes, on va le démontrer que c'est un criminel et il pourrait donc aller répondre devant, voilà, devant la CPI. C'est probablement le vrai, exactement. parce il faut réparer. Il y a des parents qui jusqu'aujourd'hui attendent la réparation. Ils veulent voir la fin de ce procès, mais avec la France, ce n'est pas évident. Il faut le dire les C'est choses. pas, ouais, c'est pas C'est bien évident. dommage, c'est triste. En tout cas, merci Prosper Bimangou d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé évidemment, voilà, cette histoire que tous les Congolais connaissent, mais pas parfaitement, pas dans la dimension de ce que vous venez de nous expliquer aujourd'hui. Ça a été donc Euh, un plaisir de vous avoir eu sur notre plateau. Merci à toi, Christian. C'est un plaisir pour moi d'avoir honoré les morts, tous ceux qui sont partis, de parler en leur nom, des poursuites, un combat en leur nom. C'est ça, Merci fondamentalement. Prosper. J'ai noté qu'il y en avait finalement beaucoup plus que les 353 qu'on nous présentait officiellement. Exactement, il y a plus Il y que a ça. Il y a eu plus que ça. plus de, bon, voilà, Ouais, plus que ça. pourrait être plus de 18 000 Voilà. morts comme ça. Et avec toutes ces tentatives, bien sûr, d'élimination des réfugiés qui ont déjà quitté le pays, mais on les poursuit jusqu'à l'extérieur. Et où, ici, on retient finalement la planification, comme vous l'avez dit, le plan Mouebara. Beaucoup Oui, doutaient encore Baba. de ce plan-là, mais là, on vient de comprendre que finalement, c'est c'est une Ça réalité. existe. Mesdames, C'est une réalité. Messieurs, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement. Partagez. Il s'agit ici d'un crime contre l'humanité et nous avons des parents qui attendent encore réparation. Partagez cette émission pour que tout le monde soit informé et vous nous direz également en commentaire ce que vous pensez de ce sujet. Cela me fera énormément plaisir. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.